Le conflit du Tchad, cessez-le-feu toujours respecté sur le terrain. Le général Poli prend le commandement des troupes françaises. Pologne, le régime part en guerre contre l'Église. Lech Walesa réaffirme les mots d'ordre de solidarité à l'approche de l'anniversaire de Gdansk. Nous tenterons tout à l'heure de l'avoir en ligne. Épilogue de l'affaire Berezkov, le fils du diplomate soviétique qui apparemment voulait rester aux États-Unis est rentré à Moscou dûment encadré. Le cyclone Alicia ravage le Texas aux États-Unis, déjà 6 morts. Madame, Monsieur, bonsoir. Il s'appelle Lode, Arne, Gelle, Bruno, Tom et Verle. Ils ont un jour, ils pèsent entre 1,3 kg et 1,5 kg. Ils sont nés tous les 6, 5 garçons et une fille, de la même maman, hier soir à Blankenberg, en Belgique. Ils sont les premiers sextuplés chez nos voisins. En France, nous n'en avons pas encore. La mère et les enfants se portent bien et le repère, qui est employé des chemins de fer, va toucher l'équivalent de 20 000 francs français, soit la prime pour le premier enfant multipliée par 6. Un reportage de nos confrères de la télévision belge. Sous le regard attentif de leur papa, Stéphane Vanhoff, employé au chemin de fer, les petits sextuplés vivent leurs premières heures. 2 infirmières s'en occupent 24 heures sur 24. Il faut dire que chacun d'eux doit boire 12 fois par jour. Les 5 garçons et Verle, la petite fille, pèsent actuellement entre 1,3 kg et 1,5 kg. Ils sont nés à 7 mois. Ils resteront en couveuse pendant 3 à 4 semaines. Ils en sortiront quand ils pèseront chacun 2 kg. Ils ont aujourd'hui toutes les chances de survivre, comme les sextuplés, nés en Afrique du Sud en 1974. Pour le moment, il n'y a pas de difficulté de respiration, il n'y a pas de difficulté autrement de métabolisme, il n'y a pas de difficulté au point de vue du sang. Tous les paramètres et tous les examens cliniques sont normaux pour le moment. Dans combien de temps est-ce qu'on pourra dire qu'ils ont pratiquement toutes les chances de survivre? Eh bien, c'est difficile à dire ça, mais en général, après 3 jours, les grands problèmes sont déjà passés. Comment se porte la maman des sextuplés? Pour le moment, très bien. Donc, elle est pour le moment encore en soins intensifs. Mais j'ai l'impression que ce soir, elle pourrait rejoindre sa chambre où elle a été hospitalisée déjà depuis 3 semaines. Je ne les ai pas encore vus. Je les connais seulement par les photos des journaux. Je me rendrai compte que j'ai 6 enfants quand je les verrai. Est-ce que vous croyez que votre métier d'infirmière va vous aider pour vous occuper de 6 enfants à la fois? Sûrement. Avant mes études d'infirmière, j'ai fait des études de puéricultrice. Je sais donc comment m'en occuper et les soigner. Ça ne me fait pas peur. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'organisation lorsque vous allez rentrer à la maison? Non. Non, pas d'accord. Madame Vanhoff, donc la jeune mère qui a 24 ans, suivait un traitement contre la stérilité, un traitement qui entraîne souvent la multiplication des fœtus. Les explications de Martine Alaregno. Sans le concours de la médecine, ces sextuplés ne seraient jamais nés. Ils sont un produit complet de l'art médical. D'une part, leur conception est directement liée à l'efficacité extrême d'un médicament qui déclenche l'ovulation. D'autre part, le fait qu'ils soient nés à plus de 1000 grammes, à 7 mois et demi de grossesse, sans souffrance apparente, montre combien aujourd'hui la surveillance de la grossesse et de l'accouchement à risque ont fait de progrès. Il n'en demeure pas moins que même si les enfants se portent bien et ont toutes les chances de vivre, ces naissances multiples posent des problèmes en tout genre et l'on est en droit de s'interroger sur la prescription et la précision de ces traitements contre la stérilité. Les médicaments qu'on emploie sont extraordinairement puissants et en plus la réponse de chaque patiente aux médicaments est en grande partie imprévisible. Donc le médicament doit être donné jour par jour en guettant ses effets. Oui, il y a quoi, 10% de risque, 15%? C'est pas comme ça qu'on peut le calculer, parce que en fait, si on donne les médicaments complètement aveuglément et sans contrôle, le risque il est quasiment de 100%. Si on fait très attention, il tombe à très peu de choses. On peut savoir avant de déclencher l'ovulation s'il y a risque d'avoir des jumeaux ou des triplés. Même des sextuplés. Même des sextuplés. Et en général, quand ce risque existe, on évite de déclencher l'ovulation et donc on évite les grossesses multiples.
L'essentiel pour éviter les naissances multiples, c'est de contrôler l'ovulation, de la surveiller par échographie et de ne C'est-à-dire par les ultrasons. Par les ultrasons, c'est un examen externe qui est absolument indolore et qu'on fait de façon très facile maintenant, c'est une routine. Et cet examen permet de ne déclencher l'ovulation, donc d'obtenir de grossesse, que lorsqu'il n'y a pas de risque d'avoir plus de 2 ou à la rigueur 3 enfants. Et encore, on demande aux patientes si elles acceptent ce risque. Alors elles le courent ou elles ne le courent pas. Il y a des patientes qui ne le courent pas. Il est courant qu'une patiente demande un avortement, par exemple, si elle attend 3 bébés. C'est une chose qui n'est pas rare. Enfin, quand je dis que c'est courant, on n'a pas beaucoup de ces cas-là, mais quand ça arrive, on peut nous le demander. En tout cas, bonne chance aux 6 petits Belges et bon courage à leurs parents. André Bereshkov est rentré ce soir à Moscou. André, qui a 16 ans, est le fils de l'un des premiers secrétaires de l'ambassade soviétique à Washington. Il avait écrit au président Reagan et à un grand journal américain pour exprimer son désir de rester aux États-Unis. Faux, répliquent ses parents et les services soviétiques, alors qu'à Moscou, la presse n'a soufflé mot de l'affaire. L'Union soviétique, ce soir, élève une protestation officielle auprès de Washington. En attendant, André Bereshkov, accompagné de ses parents et de plusieurs officiels soviétiques, est passé à Paris en transit avant de regagner Moscou. Maurice Werther. Pour bien démontrer que l'affaire Andrei Breshkov était une pure fabrication américaine, l'ambassade soviétique à Washington avait organisé hier une conférence de presse où Andrei et son père répondaient aux questions de quelques journalistes américains. Le père d'abord. Bien sûr, nous voulons rentrer chez nous le plus vite possible. Ma femme et moi sommes offusqués de la campagne tumultueuse orchestrée autour de notre fils et des grossières immixtions des autorités américaines dans notre vie privée. Le fils Andrei, j'ai pris la voiture de mon père pour aller me promener, pour le plaisir de conduire. Je n'imaginais pas qu'on croirait que je voulais rester ici. Je demande aux autorités américaines de me laisser tranquille et de me permettre de rentrer chez moi. Intervention des journalistes américains. Nous voudrions être bien sûrs à notre façon qu'il veut repartir spontanément. Je n'ai pas écrit la lettre publiée dans le New York Times et même mon nom était mal orthographié. Avez-vous écrit une autre lettre à quelqu'un d'autre? Non, je n'ai pas écrit cette lettre. Celle qui a été publiée. Avez-vous écrit une autre lettre? Non. Sur ce, les fonctionnaires de l'ambassade mettent fin à la conférence de presse et Andrei et ses parents vont prendre l'avion pour Moscou, via Paris, escale de transit, où personne n'ait pu les voir. Cela dit, il reste quand même un point des plus obscurs. Par quelle curieuse coïncidence une lettre adressée au New York Times, qu'il a publiée, peut-être aussi au président Reagan, a-t-elle vu le jour, précisément au moment où le jeune Andrei, ou peut-être Indé, avait disparu du domicile paternel? Mystérieux attentat manqué à Moscou. Une voiture piégée a été introduite dans l'enceinte de l'ambassade britannique. Son conducteur a été maîtrisé par des gardes soviétiques et des membres de l'ambassade ont découvert ensuite dans la voiture un engin explosif de fabrication artisanale qui a été désamorcé. En Pologne, le Parti communiste entre en guerre ouverte contre l'Église catholique. Dans l'organe officieux du comité central vient de paraître un article qui met violemment en cause le comportement de l'Église en Pologne, qui parle de la domination et de l'intolérance catholique, qui appelle les militants communistes à combattre pour restaurer la laïcité menacée et qui va jusqu'à plaider l'éviction des catholiques du Parti ouvrier polonais. Près de 2 mois après la visite du pape Jean-Paul II en Pologne, le régime ne masque non plus son irritation et son mécontentement face à l'attitude d'une Église qui reste en Pologne l'autre pouvoir et qui, quelles que soient les nuances de sa tactique, reste pour l'opinion proche des thèses de l'ex-syndicat Solidarité. Cette attaque sans précédent coïncide dans la presse officielle polonaise avec une nouvelle offensive contre Lech Walesa et les dirigeants du syndicat dissous qui, vous le savez, à l'approche du 3e anniversaire des accords de Gdansk la semaine prochaine, maintiennent leur mot d'ordre
et menace de déclencher dans le pays des grèves perlées si les négociations sur l'application des accords ne reprennent pas. Lech Walesa est maintenant présenté comme un traître de la cause polonaise, vendu aux Américains, un Yankee de Gdansk aux poches bourrées de dollars. Nous avons cherché à joindre Lech Walesa à son domicile de Gdansk. Gdansk et sa région qui sont maintenant sous régime de haute surveillance. Je crois qu'il est en ligne. Monsieur Walesa, vous m'entendez? Est-ce que vous comptez aller de l'avant? Je suis convaincu qu'il n'y aura pas de grande explosion ni de bataille de rue. Vous savez, la tactique du pouvoir, c'est de provoquer les bagarres de rue. Ainsi, les meilleurs d'entre nous, les plus courageux, sont arrêtés. C'est donc une mauvaise tactique. Nous ne devons pas répondre à la provocation et nous lancer dans des batailles perdues d'avance. Contre les tanks, nous n'avons aucune chance parce que d'une part, nous ne disposons pas de la force et que nous sommes contre l'utilisation de la force. C'est pourquoi nous ne voulons pas de bataille de rue. C'est bien compréhensible. Mais quelle que soit maintenant la nature de votre action, est-ce que vous ne craignez pas que le régime vous emprisonne à nouveau? Non, je ne pense pas que Raskowski, le vice-premier ministre, puisse me mettre les menottes et me jeter en prison. Si vous maintenez vos mots d'ordre, est-ce que vous pensez que la population va vous suivre? On aura encore beaucoup plus de gens derrière nous aujourd'hui qu'à la meilleure époque de solidarité, beaucoup plus. Vous avez déclaré il y a quelques jours qu'il vous restait des cartes secrètes. Oui, j'ai encore des cartes secrètes, mais vous savez, tous les joueurs en ont toujours. Mais écoutez, je ne peux pas vous en dire plus, mon téléphone est sur table d'écoute, c'est bien compréhensible, vous comprenez. Mais en France, bientôt, vous en saurez beaucoup plus, vous connaîtrez ces cartes secrètes. Merci, monsieur Walesa. Le conflit du Tchad est ce soir au point mort. Le cessez-le-feu sur le terrain continue d'être observé. Le général Jean Pely, 54 ans, qui a fait toute sa carrière dans l'infanterie de marine et qui est un spécialiste des questions africaines, vient d'être nommé commandant des forces françaises au Tchad et les renforts continuent d'affluer sur place. Après les affirmations pour le moins surprenantes du colonel Kadhafi hier, selon lesquelles il n'y a pas de troupes libyennes au Tchad alors qu'elles contrôlent le tiers du pays et selon lesquelles encore la France n'a rien à faire au Tchad, on attend dans les prochains jours, maintenant que le dispositif militaire français est en place, une intervention du président Mitterrand, sans doute par le biais d'un entretien à un organe de la presse écrite. Le président expliquerait le double objectif de la France, préserver l'intégrité du Tchad et éviter la guerre. À l'Élysée, on répète, malgré l'affirmation contraire hier du ministre américain de la Défense, que la France n'a jamais demandé à la Maison-Blanche une quelconque aide américaine. Sur le plan politique, quelques petites phrases à relever aujourd'hui. Et d'abord à propos du Tchad, le porte-parole du Parti communiste, Pierre Juquin, tout à l'heure sur France Inter, a dit encore une fois, je le cite, avoir peur que la France ne s'ensable dans le désert du Tchad. Dans un autre registre, Michel Poniatowski, l'ancien ministre de Valéry Giscard d'Estaing, qualifie, dans un entretien à Paris Match, qualifie le gouvernement d'équipe d'ineffables branquignoles, ce sont ses termes. Critiquant sévèrement la politique actuelle du gouvernement dans tous les domaines, Michel Poniatowski s'en prend particulièrement au garde des Sceaux, Robert Badinter. Réaction du ministre de l'Intérieur et maire de Marseille, Gaston Defferre, à l'inculpation de l'un de ses anciens adjoints à la mairie dans l'affaire des fausses factures de Marseille. Avant que ce gouvernement ne soit constitué, quand des affaires de ce genre éclataient, souvent elles étaient étouffées. Fin de citation. Le dollar, qui avait baissé ces derniers jours, a légèrement remonté aujourd'hui. La devise américaine a coté à Paris 7 francs 97. Concorde, le plus prestigieux et le plus beau produit de la technologie franco-britannique de l'aviation, le plus cher aussi, continuera à voler. Ainsi en ont décidé les pouvoirs publics français. Jean-Claude Renaud. Feu vert pour une année supplémentaire. Concorde continuera l'an prochain d'assurer la liaison Paris-New York, la seule encore exploitée sous les couleurs d'Air France. Feu vert donc, même si le supersonique coûte environ 300 millions de francs par an aux contribuables français. Deux raisons ont incité le gouvernement à ne pas le clouer au sol. La première, c'est que Concorde attire plus de passagers qu'il y a un an. Son coefficient de remplissage approche des 60%,
à partir desquels l'avion devient rentable. Pourtant, malgré un dollar en forte hausse, les passagers sont moins nombreux au départ de New York que de Roissy. Il faut dire que l'aller-retour coûte 22 000 francs à Paris et 33 000 francs à New York. Le gouvernement a une deuxième raison de ne pas arrêter Concorde, car la France et la Grande-Bretagne se partagent les frais financiers engagés au moment de la construction. Par exemple, le remboursement des emprunts du programme supersonique. Or, le premier pays qui remisera Concorde dans un hangar devra payer la part de son partenaire. C'est un argument dissuasif que les Anglais ont eux aussi très bien compris, puisque British Airways continue de relier Londres et Washington par Concorde et envisage même de prolonger la ligne jusqu'à Miami. Importante saisie d'armes et de munitions à la frontière franco-belge, les douaniers les ont découvertes dans 2 voitures occupées par 4 ressortissants algériens. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un trafic à but lucratif ou à but politique. Attentat à l'explosif la nuit dernière contre un foyer d'immigrés à Marseille. Pas de victimes, mais d'importants dégâts matériels. L'attentat a été revendiqué par le groupe d'extrême droite Charles Martel. Une fois encore, tout un village se mobilise pour conserver à un père la garde de son enfant. L'histoire se passe dans le Finistère, à Saint-Segal. Dominique Thiers. Lorsque Mme Bouzy s'est rendue à Saint-Segal pour emmener en vacances son fils Youen, il n'y avait pas d'Youen. L'enfant avait été caché par son père, Yannick Botrel. La justice, après la séparation du couple, a confié il y a 6 ans l'enfant au père, mais la mère bénéficie d'un droit de visite, un droit qu'elle a bien du mal à faire respecter, puisque Youen refuse de la suivre. Annie Brousil n'entend pas... Je serai le plus raisonnable possible, mais si on m'y pousse, si on veut employer la violence avec moi, je répondrai par la violence. Bon, et si c'est pas possible de faire autrement dans un pays comme la France, c'est bien dommage. Mais bon, c'est pas un pays civilisé. Et l'ordre, il y a beaucoup de choses à faire pour que l'ordre soit respecté. Pour avoir refusé de présenter Youen à sa mère, Yannick Botrel fera 1 mois de prison ferme. Une décision scandaleuse, estime son comité de soutien. A été choqué du verdict du tribunal et certainement que nous irons jusqu'au bout pour le faire libérer. Il faut que le tribunal, que le parquet revise sa position, sinon certainement, j'ose pas vous dire, mais il y aura peut-être du dégât. Annie Bouzil reste sur ses positions. Les 3000 membres du comité de soutien aussi. Au tribunal de Quimper, on indique que cette décision a été mûrement réfléchie, mais on s'inquiète néanmoins des conséquences que pourrait avoir cette triste bataille sur l'enfant. Hold-up spectaculaire aujourd'hui à Cannes. 30 millions de bijoux ont été volés dans la boutique Cartier par 2 hommes armés qui ont agi à visage découvert. Après avoir maîtrisé le personnel et raflé ce qu'il y avait dans l'étalage, les 2 hommes sont tranquillement ressortis dans la rue. Sur tous les cours de tennis en France, on les voit à l'œuvre, ces enfants, ces jeunes qui rêvent maintenant de devenir Yannick Noah. Aujourd'hui, à Roland-Garros, les meilleurs d'entre eux déjà disputaient les championnats de France juniors. Vincent Gerhardt a constaté que l'esprit de compétition embrasait aussi leurs parents. Yannick Noah, l'exemple. Derrière lui, les nouvelles générations se bousculent au portillon, et pas pour faire de la figuration. Difficile de savoir qui des parents ou des enfants ont choisi le tennis. Mais quand le fiston est sur le court, papa veille dans les gradins, et tous les 2 restent optimistes, malgré la défaite. Je vais essayer de continuer à m'entraîner, puis Il y a de la concurrence en France maintenant. Ouais, de la bonne concurrence même. Vous voyez à la place de, je sais pas, par exemple Yannick Noah un jour? Ah ça, l'avenir le dira. J'ai vu là à Helsinki les athlètes français qui ne savaient pas se surpasser quand ils étaient au championnat du monde ou ailleurs. Je crois que lui se surpasse quand il est au championnat de France par exemple ou le handball, parce que ça fait déjà 2 fois qu'il fait le handball. Finalement, plus la compétition est importante, mieux il joue. On commence à gagner de l'argent déjà à cet âge-là, madame? Quelques tournois, on commence, bien sûr. Quand on arrive en finale d'un tournoi, par exemple, elle vient du tournoi d'Annemasse, elle a perdu en finale, elle a gagné 400 francs. Mais voilà, on se fait des petits cadeaux après. Et vous êtes acheté vos bottes avec cet argent? Oui. Et vous souhaitez avoir gagné beaucoup d'argent après et acheter des grosses voitures? Oui, 10e.
Vous voulez faire comme comme Lecomte, comme Noah, tout ça? Pas autant frimé. Non, peut-être. Pas autant frimé. Parce qu'il frime? Ah non, je crois pas. Non. Quant aux jeux, qu'ils y connaissent quelque chose ou non, les parents n'arrêtent pas de donner leur avis du bord du cours, ce qui est loin d'être du goût des entraîneurs, surtout chez les plus jeunes. Les parents sont beaucoup plus en contact avec leurs gosses. Ils leur parlent en cours de match. Ils paraissent plus embêtants que dans la catégorie. C'est pas toujours pratique, ça? C'est pas toujours pratique, à la fois pour les entraîneurs et pour les arbitres. La gloire, ce n'est pas pour tout de suite. Il leur faut déjà atteindre le meilleur niveau en France, la concurrence est féroce et la défaite amère. Si les parents sont encombrants, à certains moments, il serait bien utile, surtout pour rappeler à tous ces champions en herbe que sur 10 000 jeunes de leur âge, seul peut-être un Noah sortira du lot, mais bien entendu, quand on a cet âge, il n'y a que Noah qui compte. Ravage aux États-Unis, au Texas. Le Texas est balayé en ce moment par un terrible cyclone surnommé Alicia. Bilan provisoire, 6 morts et plusieurs milliards de dollars de dégâts. Jacques Violet. En Californie tout d'abord, une tempête tropicale et de violents orages ont ravagé la région de Las Vegas. Routes inondées, voitures emportées par des flots boueux, des centaines d'hectares de terre dévastés. Puis jeudi, l'arrivée du cyclone Alicia, premier cyclone de la saison. Alicia a déferlé sur le Texas, dans le sud des États-Unis, avec des vents de près de 200 km/h et des pluies torrentielles. La mer, la marée a monté de 4 mètres par rapport à son niveau habituel. Des centaines d'habitations ont été inondées, des toitures et des pans de murs entiers arrachés. Des poteaux électriques et des arbres brisés par les vents violents. Ce cyclone a causé des dégâts matériels très lourds, estimés par les Texans à des milliards de dollars. Plus grave, Alicia a fait des victimes. Au moins 6 personnes ont été tuées dans la région d'Houston. Pendant la période des cyclones, qui s'étend du 15 août au 15 octobre, la météorologie américaine effectue pour chaque cyclone des pénétrations en avion à l'intérieur du cyclone, dans ce que l'on appelle l'œil du cyclone, pour étudier scientifiquement la formation et le déplacement de ces catastrophes naturelles. Alicia, un cyclone d'intensité pourtant moyenne selon les spécialistes, va maintenant perdre de sa force et se transformer en orage tropical, en restant malgré tout très violent jusqu'à samedi. En souvenir de ce triste événement, comme un clin d'œil au cyclone, un bébé né à Galveston au Texas, pendant le passage du cyclone, a été baptisé par ses parents Alicia. Parlons maintenant du temps en France, du temps demain et aussi dimanche. Brigitte Simonetta. Oui, alors en France, nous ne connaissons pas bien sûr les mêmes violences qu'aux États-Unis, mais il faudra faire attention car la météorologie nationale nous prévoit une fois de plus des orages. Il faut dire qu'en cette fin de semaine, nous aurons affaire à un anticyclone taquin et à une dépression grognon. Alors pourquoi c'est qualificatif? Vous allez le voir avec la photo satellite. Regardez, l'anticyclone s'est déplacé légèrement, il ne protège maintenant plus que l'Est. En revanche, à l'Ouest, la dépression a progressé, elle s'étend à l'intérieur du pays et c'est elle qui nous apporte les orages. Orages qui ont éclaté ou orages qui vont éclater. Et la situation va évoluer lentement. Aussi allons-nous retrouver tous ces éléments sur la carte qui est valable aussi bien pour demain que pour dimanche. Alors, du côté de la dépression, du nord à Brest et jusqu'à Biarritz, un temps variable, c'est-à-dire une alternance de nuages abondants accompagnés de pluie et de petites éclaircies. Il y aura des orages, mais ils éclateront sur ces régions, surtout demain matin, par endroits. Ils sont très localisés, mais vous le savez, ils peuvent être violents. Sur l'axe central maintenant, région parisienne, Berry, Massif central, Pyrénées, orages également, qui risquent d'éclater dans quelques heures, cette nuit ou demain matin. Et demain dans la journée, avant et après ces orages, le ciel restera couvert. Ça n'est donc pas du beau temps et les personnes qui commenceront à rentrer de vacances devront faire très attention. Enfin, sur l'est, de l'Alsace à la Corse, là, pas de problème, ce sera du beau temps grâce à l'anticyclone. Les températures de leur côté, elles vont baisser demain de 2 à 3 degrés. Le minimum prévu l'après-midi est de 23 degrés sur Cherbourg et sur Brest, maximum prévu à l'est, une fois n'est pas coutume, sur Nancy et sur Strasbourg, et une moyenne générale de 27 à 28 degrés, un peu plus frais, vous voyez, au centre, lorsque les orages éclateront, 25 à Clermont-Ferrand, 25 à Limoges. Demain, nous serons le samedi 20 août, le soleil se lèvera à 6h51, il se couchera à 20h57, et ce sera la fête des Bernards.
Alors pour fêter les Bernards, un peu de musique, de la musique avec un groupe américain dont le rythme berce les discothèques de l'été, les Pink Floyd. Jean-Bernard Hébé. Cette musique, oui, cette pochette vous dit sûrement quelque chose. À coup sûr, l'un de ces disques figure dans votre collection, ou dans celle de vos enfants, ou dans celle de vos parents. Depuis près de 20 ans, Pink Floyd rythme nos révolutions, qu'elles soient culturelles, sociales, politiques ou même financières. Pionnier des groupes psychédéliques, le Flamant Rose a fait planer des générations de chevelus, de barbus, de hippies, tous acabits, de toute nationalité. Gilet afghan ou sabot hollandais, aîné marocain ou chemise indienne, herbe colombienne ou jean patte d'éléphant, le Floyd, c'était le must rock'n'rollesque. Soulignant avec brio les images chocs de Mort de Barbet Schroeder, le film des 70 sur la drogue, le Floyd se positionne immédiatement comme un groupe dépassant très largement l'habituelle trilogie sexe, drogue, rock'n'roll. D'albums en tournée, de concerts en festival, le Flamand n'en finit pas de planer. L'utilisation d'un orchestre classique, et pas des moindres, le London Symphony Orchestra, lui permet de toucher un public encore plus large. Enfin, on peut écouter du rock'n'roll et avoir bonne, très bonne conscience. Le succès est colossal. Plus de 50 millions de disques et cassettes vendus. Des milliers de spectateurs à chacun de leurs concerts. Avion privé et longue limousine, champagne à toute heure et parano doré, la machine à rêver est devenue machine à sous. Auteur, compositeur, interprète, guitariste, pygmalion philosophe, Deus ex machina des circuits intégrés, Roger Waters sent bien que le courant ne passe plus entre le public et son groupe. De là naîtra The Wall. Le Mur, opéra rock aux dimensions telles qu'il ne pourra être joué que dans 2 endroits, un stade à Los Angeles et le Veldiv anglais, Earl's Court. La construction d'un véritable mur entre la scène et la salle va matérialiser l'incommunicabilité qui existe entre le groupe et un public toujours plus exigeant. C'est pour tous ceux qui n'auront pas pu assister à ces 6 représentations exceptionnelles que le Floyd va se lancer dans la réalisation de ce qui sera le film le plus vieillot ou le plus avant-gardiste, selon les points de vue, des 10 dernières années. The Wall, the film. Un point fera l'unanimité du public et de la critique, le dessin animé. Aujourd'hui fatigué, divisé, retour d'un long voyage, le Floyd, le Pink Floyd, a décidé de se séparer, de se poser majestueusement avant de se faire tirer comme un vulgaire coucou. Toujours fier, il a composé lui-même sa pavane pour un groupe défunt et l'offre, noblesse oblige, en exclusivité à Antenne 2. Not Now John.
rythme, Isabelle Béchler vous présentera à 23h05 notre édition de la nuit. Demain à 12h45, vous avez rendez-vous avec Noël Mamère et à 20h avec Bernard Rapp. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à 20h. Très bonne soirée.